Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous. Madame la directrice du département de droit privé, Madame la directrice des programmes à l'Observatoire national de l'économie, chers invités, chers collègues, chères étudiantes et chers étudiants. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole aujourd'hui au nom de Monsieur le doyen, le professeur Wahid Ferchichi, pour vous souhaiter la bienvenue. Oui, Karbour, d'accord. Merci à vous. C'est avec un grand plaisir donc que je prends la parole aujourd'hui pour vous souhaiter la bienvenue au nom du doyen, monsieur le professeur Wahid Ferchichi, à cette table ronde organisée par le laboratoire Gouvernance en partenariat avec l'Observatoire tunisien de l'économie, consacrée à un thème d'actualité et particulièrement ambitieux, à savoir l'intégration continentale sous le prisme de l'université tunisienne, la ZLECAf, levier de gouvernance économique et politique en Afrique. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer un remerciement tout particulier à Madame Imen Berjab, qui est à l'origine de cette belle initiative et qui a porté avec passion et détermination l'organisation de cette journée. Professeur Berjab, nous vous en remercions. Cette journée s'inscrit bien évidemment dans une dynamique essentielle, à savoir celle de réfléchir ensemble sur la place de la ZLECAf dans la gouvernance économique et politique du continent africain. Au-delà des enjeux commerciaux, la ZLECAf représente un véritable projet de transformation institutionnelle et de changement du paradigme juridique, où le savoir et la recherche ont un rôle déterminant. C'est donc tout naturellement que notre faculté et l'université tunisienne de façon générale s'intéressent à un sujet aussi important, cherchant à croiser les regards du droit, de l'économie et des aspects sociaux. Les deux sessions d'aujourd'hui permettront d'aborder successivement les fondements juridiques et les enjeux économiques de la ZLECAf, mais aussi les défis socio-économiques et les mécanismes de règlement des différends. Autant de sujets passionnants au cœur de la transformation au niveau économique et social du continent africain. Au nom du doyen et sans plus tarder, je tiens à remercier chaleureusement le laboratoire Gouvernance pour son travail remarquable dans l'organisation de cette journée, notre partenaire l'Observatoire tunisien de l'économie pour sa précieuse collaboration et bien sûr tous les intervenants et participants dont la contribution est particulièrement importante et donne toute cette richesse à cet événement. Sans plus tarder, je vous souhaite une excellente journée de travail et je cède la parole à Madame Nedé Zidi, directrice du département de droit privé et membre du laboratoire Gouvernance, qui va présenter l'événement et un mot de bienvenue au nom de Madame Neila Chaben, directrice du laboratoire Gouvernance. En vous remerciant. Très bonne journée. Merci beaucoup, bonjour. Madame la vice-doyenne de la Faculté des sciences juridiques, chers professeurs, chers collègues, chers invités, chères étudiantes et étudiants, je suis particulièrement heureuse de vous accueillir aujourd'hui au sein de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis pour ce colloque. Donc c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde qui s'annonce riche en réflexion et en échange sur un thème aussi actuel que fondamental et qui concerne aussi bien les acteurs publics, les entreprises et les milieux universitaires. Donc, cette table ronde est organisée par le laboratoire Gouvernance en partenariat avec l'Observatoire tunisien de l'économie. Permettez-moi de vous présenter brièvement le laboratoire Gouvernance dans les secteurs publics-privés qui a pour vocation d'organiser et de promouvoir la recherche dans ces thématiques. Le laboratoire est présidé par Madame la professeure Neila Chaben, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Il comporte plusieurs pôles de recherche qui sont les suivants. Donc, un pôle gouvernance de la santé, un pôle gouvernance locale, un pôle environnement et ressources naturelles, un pôle gouvernance des entreprises et un pôle gouvernance de la finance publique. Le laboratoire a pour mission le développement de la recherche dans la gouvernance des secteurs publics-privés, l'encadrement des chercheurs dans les domaines de la gouvernance, le transfert et la valorisation de la recherche, le développement des collaborations de recherche nationales et internationales,
la diffusion et la vulgarisation des résultats de la recherche. Voilà, donc sans plus tarder, je vais céder la parole à Madame Nedet Righi, directrice des programmes à l'Observatoire tunisien et de l'économie. Et je vous remercie et vous souhaite plein de succès à vos travaux. Sabah al-khir. Bonjour tout le monde. Madame Thoraya Ahmadi, merci beaucoup pour vos présentations. Madame Nedet Zidi, merci beaucoup. Je m'appelle Nedet Righi, je suis directrice des programmes à l'Observatoire tunisien de l'économie. C'est un grand honneur pour nous aujourd'hui d'être au sein de la faculté des sciences juridiques et politiques de Tunis. Il est c'est un grand honneur parce que ça, c'est un événement sur lequel Amen Ibn Sikali et Ghassan Aounallah ont travaillé depuis presque un an pour conceptualiser, observer, essayer de voir quelles recherches ont existé sur la question de la ZLECAf en Tunisie. Malheureusement, on observe un grand gap entre l'ambition que présente cet accord de libre-échange et entre l'existence de savoir produit localement en rapport avec la question. C'est tout aussi important dans le contexte où l'on sait à quel point l'Afrique est devenue un acteur de changement très intéressant sur le plan global en ce moment. On observe aujourd'hui le leadership de l'Afrique quand il s'agit des négociations qui vont être ouvertes aujourd'hui à Nairobi de la coopération fiscale internationale pour fonder la convention sur la coopération onusienne sur la coopération fiscale internationale. Nous voulons encourager à travers cet événement l'engouement autour de l'étude des nouveautés dans le cadre légal qu'apporte l'Afrique, la nouvelle vision qui est apportée par le continent au droit, mais aussi nous voulons soutenir une vision d'une Tunisie qui est plus intégrée dans son environnement et qui capitalise sur les opportunités dans une approche de collaboration et de complémentarité avec le continent. Sans plus tarder, je passe la parole à Madame Imen et je vous remercie tous pour votre attention et j'encourage la nouvelle génération à s'éprendre de ce sujet et à écrire plus et nous serons toujours ouverts à collaborer. Merci beaucoup. Je vous remercie, chère Thoraya, vice-doyenne, Madame Nedet Zidi, au nom du laboratoire. Et bien évidemment, je remercie Madame Righi pour ces trois interventions qui présentent donc notre thématique d'aujourd'hui, qui nous est très chère. Donc effectivement, ça nous est toujours très très cher de parler de notre continent, l'Afrique, et notamment donc de ce projet ambitieux qu'est la ZLECAf. Alors, c'est avec un grand honneur, bien évidemment, et un grand plaisir pour moi d'organiser avec mes collègues à cette journée et de participer à cette table ronde donc consacrée à un sujet qui dépasse, disons-le, largement le cadre technique pour toucher l'essence même de la destinée continentale qui est la zone de libre-échange continentale africaine que nous appelons donc la ZLECAf. Alors, la ZLECAf est l'accord porté, pour ceux qui ne le savent pas encore, par l'Union africaine visant à créer un marché unique continental pour les biens, les services, les personnes et les investissements afin d'accélérer l'intégration économique du continent. Alors l'accord réunit pratiquement l'ensemble des États africains, 54 États sur 55, donc seul l'Érythrée n'est pas encore membre. Donc 48 États ont ratifié l'accord, dont la Tunisie,
en septembre 2020. Et l'accord couvre un marché d'environ 1,3 milliard d'habitants pour un PIB combiné d'environ 3,4 milliards de dollars. Ce qui en fait donc, vous l'avez compris, la plus grande zone de libre-échange du monde en nombre de pays. Alors, la phase opérationnelle de la ZLECAf a été lancée début 2021. L'objectif est d'éliminer progressivement la majorité des droits de douane, de libéraliser les services, de mettre en place des règles communes, notamment, on va le voir, en matière de règles d'origine, facilitation des échanges et règlement des différends. Alors, la ZLECAf vise à stimuler la diversification des exportations, la création de chaînes de valeur régionales, l'investissement intra-africain, la création d'emplois, mais sa réussite, et nous en parlions tout à l'heure en off, dépendra de la résolution de défis qui sont multiples. Infrastructures, barrières non tarifaires, capacités administratives et coordination entre ces fameuses communautés économiques régionales, les fameuses serres africaines. Mais surtout, et c'est ce qui fait l'objet de mon intervention dans ce rapport introductif, d'un point de vue juridique, la ZLECAf est perçue comme un nouveau paradigme juridique. Et cette formulation est lourde de sens en droit, en tout cas. Elle présuppose que nous sommes face à bien plus qu'un simple accord commercial. De plus, nous sommes témoins d'une transformation fondamentale qui remet plutôt en cause les approches traditionnelles de l'intégration régionale. Pourquoi justement ce constat et pourquoi ai-je utilisé justement ce terme de paradigme juridique? Alors d'abord, la ZLECAf change d'échelle par rapport à ce que nous avons en droit comparé. La plupart des accords commerciaux portent sur quelques pays ou une région. Or, la ZLECAf vise l'ensemble, vous l'avez compris, du continent. Donc, première particularité. Cette amplitude oblige à concevoir des règles et des instruments qui fonctionnent entre des systèmes juridiques, des niveaux de développement, des structures productives très différentes. Ce n'est donc pas une simple addition d'accords bilatéraux, c'est la construction d'un espace économique continental. Ensuite, deuxième particularité, la ZLECAf change complètement de logique. Les modèles classiques d'intégration, souvent inspirés de l'expérience européenne qui reste le modèle en matière justement de marché unique, ont privilégié un approfondissement politique progressif ou des étapes sectorielles. Or, la ZLECAf, elle met d'abord l'économie au cœur du projet. L'idée est que les intérêts économiques produiront ensuite des convergences politiques et institutionnelle. Autrement dit, l'intégration est pensée comme un instrument de développement et non seulement comme un résultat d'un alignement d'une politique préalable. Troisième particularité, la ZLECAf redéfinit le rôle du droit. Plutôt que d'être un simple texte technique visant à abaisser des droits de douane, le cadre juridique de la ZLECAf doit devenir un instrument opérationnel, notamment en matière, et on le verra sûrement dans les interventions, de règles d'origine applicables, des services d'investissement, de mécanismes de facilitation, des dispositions de règlement des différends et des instruments pour traiter les barrières non tarifaires. Le droit devient ainsi, et donc c'est une particularité de la ZLECAf, il devient stratégique. Il doit structurer les chaînes de valeur régionales, protéger les politiques publiques légitimes et créer donc la confiance des investisseurs. Quatrième particularité de la ZLECAf, elle impose une gouvernance multiniveau inédite en droit. La ZLECAf ne remplace pas automatiquement les CER, les communautés économiques régionales. Elle doit coexister, d'où la difficulté, et s'articuler avec elles. Cela demande des mécanismes de coordination, de phasage, de péréquation, un principe que nous connaissons en droit, et ce défi institutionnel touche à la souveraineté et au rapport de force politique entre États et entre niveaux régional et continental. Cinquième caractéristique, et vous voyez que les caractéristiques sont nombreuses. Elle transforme les instruments de politique économique. L'accord n'est pas seulement libéralisation,
Il contient, ou plutôt il doit contenir, des outils pour accompagner la montée en gamme industrielle, la protection ciblée des secteurs vulnérables, la facilitation des PME, la redirection des flux d'investissement vers des projets productifs. Le droit, vous l'avez compris, devient, avec la ZLECAf, un levier actif de la transformation structurelle et pas seulement un cadre de marché, comme les expériences comparées nous l'ont montré. Enfin, cette transformation est à double tranchant. Elle crée des opportunités majeures, c'est clair. Accès à un vaste marché, 54 pays, ce qui n'est pas rien. Économie d'échelle, intégration de chaînes de valeur. Mais elle expose aussi, il faut le dire, au risque, notamment de concurrence accrue, de déstabilisation des économies, notamment les économies les plus fragiles sur le continent, et des conflits, bien évidemment, normatifs. En résumé, dire que la ZLECAf remet en cause les approches traditionnelles signifie, en droit en tout cas, qu'elle change d'échelle, elle devient continentale, de logique. Elle est économique d'abord. Le rôle du droit change. Le droit devient un outil stratégique. La gouvernance également, puisque la ZLECAf est un multiniveau. Ce n'est donc pas un texte uniquement commercial. De plus, mais une tentative ambitieuse de refondation juridique et institutionnelle du développement africain, dont le succès dépendra largement de l'adaptabilité et de l'opérationnalité des règles adoptées. Donc, la problématique juridique fondamentale, quand on parle de la ZLECAf, qui sous-tendra, je pense, les échanges que nous allons avoir ce matin, pourrait plutôt se formuler comme suit. Dans quelle mesure le droit peut-il servir de levier pour concrétiser la promesse économique de la ZLECAf, sans pour autant, et c'est là la difficulté, constituer un obstacle à sa mise en œuvre effective? Alors, de cette question naissent deux enjeux normatifs essentiels pour la ZLECAf que j'aborderai l'un après l'autre. D'un côté, je l'aborderai très rapidement, c'est la capacité du droit à agir comme moteur ou au contraire comme obstacle de l'intégration, et de l'autre, la nécessité de concilier harmonisation continentale et prérogatives souveraines des États. Alors, tout d'abord, le droit comme facilitateur ou comme frein à l'intégration dans le cadre justement de la ZLECAf. Alors, le cadre juridique de la ZLECAf se trouve à la croisée des chemins. D'un côté, il doit incarner l'ambition transformatrice de l'accord en créant des conditions d'un marché intégré et surtout dynamique. De l'autre, il doit compenser avec des réalités complexes, des systèmes juridiques nationaux, régionaux, préexistants, au risque donc de créer de nouvelles hiérarchies ou des contradictions normatives. En effet, le cadre normatif de la ZLECAf est marqué par une dualité entre ambition normative et réalité nationale. L'accord et ses préalables posent une architecture normative destinée à créer un marché unique. Mais cette architecture ne devient efficace que si les lois et les pratiques nationales sont alignées. Or, de nombreux États parties doivent encore, on le sait aujourd'hui, adapter leur cadre juridique domestique, notamment en matière de douane, en matière de commerce, en matière de services, en matière d'investissement, en matière surtout de procédures administratives. Et en l'absence d'alignement, l'accord demeure, il faut le dire, un papier et ne fluidifie pas le commerce. Ainsi, il y a plusieurs canaux par lesquels le droit peut freiner la ZLECAf. Complexité et coût des règles d'origine. Conflit normatif, c'est un des principaux obstacles, à mon avis, entre accords régionaux et ZLECAf. Barrières non tarifaires, persistantes et mises en œuvre défaillantes. Et capacité administrative limitée et faiblesse des institutions nationales. Certes, des lois existent, mais manque d'agents formés, souvent en Afrique. C'est un grand problème au niveau de notre continent, d'outils informatiques, de procédures d'application, de la non-application, qui transforment la règle en de simples engagements
politique. C'est le mal absolu que connaît le continent africain, nous le savons. Ainsi, si on vient de montrer que la qualité du droit, sa simplicité, sa cohérence, sa capacité d'application peut soit débloquer, soit bloquer l'intégration, il nous faut maintenant réfléchir sur la question politique et institutionnelle qui en découle. Comment construire des règles communes qui soient suffisamment contraignantes pour produire des effets réels tout en respectant les prérogatives et les asymétries des États membres de la ZLECAf. C'est le cœur du problème juridique de la ZLECAf. C'est ce délicat équilibre donc entre harmonisation continentale et souveraineté nationale que j'aborde à présent. Alors, la ZLECAf ambitionne donc d'harmoniser les réglementations commerciales à l'échelle continentale, mais cette volonté se heurte nécessairement aux prérogatives souveraines des États membres. Alors, le défi consiste, nous l'avons déjà dit, à élaborer un droit supranational suffisamment fort pour être efficace, tout en respectant les spécificités nationales et, c'est la difficulté en matière africaine, régionale. Elle implique donc nécessairement des questionnements et des réflexions juridiques sur plusieurs fronts. Tout d'abord, la tension entre sécurité juridique et flexibilité nécessaire. Alors, les investisseurs et les opérateurs économiques réclament une grande prévisibilité juridique, tandis que la diversité des économies africaines exige une certaine flexibilité de la capacité du système juridique de la ZLECAf. Ensuite, deuxième point, l'effectivité des mécanismes de mise en œuvre des règles juridiques. Alors, au-delà de l'existence des textes, se pose la question cruciale de leur effectivité. Comment garantir que les principes énoncés dans les accords ZLECAf se traduiront concrètement dans des pratiques administratives, douanières, judiciaires des 54 États membres. La crédibilité de tout l'édifice repose sur cette capacité de transformation des réalités de terrain. Ensuite et surtout, et c'est le point sur lequel je vais insister, il y a la question fondamentale de la prise en compte des asymétries de développement entre ces 54 États. Le droit de la ZLECAf peut-il constituer un instrument de réduction des inégalités économiques entre États membres? La problématique sous-jacente est celle de la capacité de créer un niveau de jeu suffisamment équitable pour que tous les pays, quelle que soit leur taille, à leur niveau de développement, puissent tirer profit de l'intégration régionale. Et cette problématique nous invite à examiner si le droit, c'est le cœur de ma réflexion ici, peut véritablement devenir l'architecte d'une nouvelle réalité économique africaine, ou s'il restera un simple cadre formel incapable de dépasser les contradictions et les limites qui ont entravé les initiatives d'intégration précédentes. Alors, pour structurer cette réflexion, je propose d'articuler cette réflexion autour de 3 axes majeurs qui, je l'espère, nourriront aujourd'hui nos débats. Premier axe, c'est l'ambition démesurée face à la réalité fragmentée africaine. La ZLECAf est loin d'être un projet économique conventionnel, je l'ai dit au début de cette intervention, son ambition est à bien des égards historique. Créer la plus grande zone de libre-échange du monde en nombre de pays membres, avec un marché intégré de 1,3 milliard de consommateurs. L'objectif affiché est de libérer un potentiel économique considérable en portant la part du commerce infra-africain notoirement faible à 15-18% à des niveaux comparables à ceux d'autres grands blocs régionaux approchant les 60% en Europe ou 40% en Asie. Cet objectif n'est pas seulement quantitatif, il est qualitatif. Il s'agit de passer d'une économie de rente qui caractérise le continent africain, enfin pour certains États en tout cas, et d'exportation de matières premières vers l'extérieur du continent à une économie de transformation, de valeur ajoutée et de chaîne de valeur régionale. Cependant, cette ambition économique colossale se heurte à une réalité juridique et institutionnelle d'une complexité redoutable, qui constitue le cœur de notre sujet aujourd'hui.
Le passage africain est déjà marqué par une mosaïque de systèmes juridiques régionaux, la CEDEAO à l'ouest, la SADC au sud, l'UMA au nord, sans parler du COMESA en Afrique orientale et australe, pour n'en citer que quelques-unes. Ces organisations sont dotées de leurs propres traités, de leurs propres droits dérivés et leurs organes de décision, et parfois même de leurs juridictions. Ils fonctionnent selon des logiques, des calendriers d'intégration et des priorités qui peuvent être divergentes, voire concurrentes. Et cette superposition crée un imbroglio juridique sur notre continent qui pose des défis concrets et immédiats. Le défi de la compatibilité normative, le défi de la loyauté institutionnelle, le défi de l'insécurité juridique. Et la question justement de l'articulation des normes de la gouvernance multiniveau se pose donc avec une assiduité particulière. La ZLECAf doit-elle se substituer au CER, s'y superposer ou coexister avec elle dans un rapport de coordination? Cette question n'est pas seulement technique, elle est éminemment politique et engage la structure même de la souveraineté et de l'intégration africaine pour les décennies à venir. C'est précisément sur cet enjeu crucial de la navigation normative que l'intervention sûrement de M. Fakhri Bouzaïen portera son analyse, je pense, éclairante. Son exposé sur la ZLECAf, fondement juridique, enjeux géopolitiques et stratégie d'intégration pour la Tunisie, nous permettra, je pense, de descendre du niveau théorique continental pour adopter la prospective concrète d'un État membre, qui est la Tunisie. Il nous expliquera sûrement comment un pays comme la Tunisie, membre de l'UMA, mais aussi engagé dans des relations bilatérales diverses, peut élaborer une stratégie nationale cohérente. Comment peut-il transcender les contradictions potentielles pour harmoniser sa législation nationale, tirer parti des complémentarités entre les différents cadres et positionner son économie pour être un acteur gagné dans ce nouvel échiquier juridico-économique continental? Son témoignage sera donc indispensable pour comprendre comment la complexité normative peut être apprivoisée et transformée en une opportunité stratégique pour la Tunisie. Le deuxième axe, le renversement paradigmatique. La ZLECAf opère une rupture conceptuelle, je l'ai dit, majeure, en inversant le paradigme traditionnel de l'intégration régionale, alors que le modèle européen, nous le savons, a privilégié une approche progressive débutant sur une intégration économique, politique, avant d'approfondir son intégration économique. La ZLECAf place l'économie au cœur du projet d'unification continentale. Ce renversement stratégique part du postulat que ce sont les solidarités d'intérêt économique, les chaînes de valeur régionales, les bénéfices tangibles du commerce qui créeront plutôt les conditions propices à une convergence politique ultérieure. Et ce changement de cap opéré par la ZLECAf génère des impératifs juridiques novateurs qui transforment fondamentalement la nature du droit de l'intégration africaine. Nous assistons donc à l'édification d'un corpus juridique commun ambitieux, qui devient la pierre angulaire du projet. Alors, au-delà de la simple libéralisation tarifaire, il s'agit de construire un écosystème juridique intégré, couvrant les règles d'origine, la libéralisation des services, la propriété intellectuelle, les politiques de concurrence, la facilitation des échanges et tant d'autres. Ensuite, l'établissement du système de règlement des différends crédibles représente un enjeu déterminant pour la sécurité juridique des opérations économiques. Sans mécanisme efficace de résolution des litiges, les avancées normatives risquent de rester lettre morte, minées par les différents commerciaux et les interprétations divergentes des engagements. Et c'est dans ce contexte exigeant que l'intervention de Mme Emeni Bensikali sur le protocole à l'accord portant création de la ZLECAf sur l'investissement revêt une importance cruciale. Son analyse nous éclairera sûrement sur la manière dont ce cadre juridique peut constituer le fondement de la confiance des investisseurs, tant nationaux
qu'étrangers. Le protocole d'investissement doit en effet concilier plusieurs impératifs. Attirer les capitaux nécessaires au développement industriel du continent, tout en garantissant que ces investissements s'inscrivent dans une logique de développement durable et de transformation structurelle des économies africaines. Cette perspective économique sera complétée par l'intervention de Mme Mariam Mahrez, du Maroc, qui approfondira la dimension du développement durable et inclusif. Son analyse posera la question essentielle de l'orientation stratégique des flux d'investissement. Comment s'assurer que les capitaux catalysés par le nouveau cadre juridique serviront effectivement les objectifs de transformation structurelle équitable, de création d'emplois décents et de réduction des inégalités plutôt que de simplement reproduire les schémas extractifs traditionnels. Un aspect particulièrement novateur de ce nouveau paradigme qu'est la ZLECAf sera abordé par Mme Rim Ben Khlifi, notre collègue de la faculté de droit de Tunis, dont l'intervention sur le règlement des litiges liés aux investissements dans le cadre de la ZLECAf vers l'émergence, nous dit-elle, d'un modèle africain de justice économique, nous interroge donc sur notre capacité à développer des mécanismes de résolution des différends typiquement africains, authentiquement africains. Donc, il s'agit ni plus ni moins de déterminer si l'Afrique peut forger sa propre conception de la justice économique, distincte de modèles occidentaux, qui prennent en compte ses spécificités historiques, ses impératifs de développement et sa vision particulière de l'équilibre entre droit et investissement et marge de manœuvre réglementaire des États. Cette approche multidimensionnelle du droit de l'investissement de la ZLECAf illustre parfaitement la profondeur de la rupture conceptuelle opérée. Le droit, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, n'y est plus seulement un instrument de régulation, mais il devient un outil stratégique au service d'un projet de transformation économique et sociale à l'échelle continentale. Troisième et dernier axe, c'est les défis. Alors, la signature de l'accord historique ne constitue pas le point de départ d'un processus ne constitue que le point de départ d'un processus autrement plus complexe. La véritable bataille du droit pour la ZLECAf s'engage maintenant sur plusieurs fronts simultanés, où la mise en œuvre concrète devra surmonter les obstacles structurels profonds. Premier obstacle, c'est le défi colossal de l'harmonisation réglementaire. Je l'ai dit, il concerne les normes sanitaires et physiosanitaires, les règlements techniques de certification, la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les règles de concurrence, et j'en passe. Deuxième front, c'est l'impératif d'effectivité qui est la pierre angulaire de la crédibilité du système. Le droit le plus sophistiqué resterait lettre morte, et nous les juristes nous le savons, s'il ne descend pas dans la réalité des administrations nationales et des opérations commerciales quotidiennes. Et cette effectivité exige une transposition diligente et fidèle des engagements continentaux dans les droits nationaux. Et on sait combien il s'agit ici d'un défi énorme pour les pays africains. Le renforcement capacitaire des administrations douanières, deuxième grand défi. La formation des opérateurs économiques, l'appropriation par les juges nationaux également. Alors le plus déterminant pour la ZLECAf reste bien évidemment la question de l'équité. Alors la ZLECAf navigue dans des eaux politiques sensibles. Son architecture devra résoudre la tension fondamentale entre efficacité économique, solidarité nationale, protection des économies vulnérables et la répartition équitable des gains de l'intégration entre États, secteurs et, ne l'oublions pas, les populations africaines. Et c'est sur ce dernier point, absolument crucial à mon avis, que l'intervention de Mme Asma El-Fourkani, et non pas Mme Fetiha Sehli, qui s'excuse de ne pas être parmi nous aujourd'hui puisque l'université marocaine
a connu apparemment le décès d'un éminent professeur, donc elle n'a pas pu être parmi nous. Donc ce sera Asma El Fourkeni qui va reprendre l'intervention de Madame Fatiha et qui nous apportera, je pense, un éclairage indispensable justement sur les défis sociaux du continent africain. Alors son analyse de la ZLECAf est à l'épreuve, son analyse portera sur la ZLECAf à l'épreuve de la dette et des défis sociaux. Alors, cette intervention nous rappellera sûrement avec force que les indicateurs économiques ne sauraient constituer l'unique critère de succès. Elle nous invitera à considérer le lourd fardeau de la dette publique qui affecte de nombreux pays membres pour limiter leur capacité à tirer profit de l'intégration et comment, justement, nous verrons, je pense, et nous aurons un débat sur les mécanismes de la ZLECAf qui doivent impérativement intégrer la dimension sociale pour éviter justement ces inégalités existantes. Alors son propos posera ainsi la question centrale de la justice sociale comme condition sine qua non de la pérennité et de la légitimité populaire de tout l'édifice intégrateur. Alors ces trois batailles, pour terminer, réglementaires, institutionnelles, sociales, qui vont nourrir les débats d'aujourd'hui, s'avèrent, vous l'avez compris, profondément imbriquées. Le succès de l'harmonisation dépend de l'effectivité des réformes, laquelle elle-même est conditionnée par l'acceptabilité politique que garantit l'équité du système. Et c'est cette équation globale que la ZLECAf devra résoudre pour passer du statut de projet ambitieux à celui d'une réalité transformatrice. Alors, avec la ZLECAf, nous assistons à une nouvelle souveraineté juridique africaine. La ZLECAf représente bien plus qu'un projet économique, encore une fois. C'est un laboratoire juridique à l'échelle continentale qui nous invite à repenser fondamentalement les rapports entre intégration économique et souveraineté politique. La question qui se pose aujourd'hui n'est pas de savoir si l'Afrique peut s'unir par le droit économique, mais plutôt si elle peut, à travers le droit économique, se doter d'un cadre de gouvernance commun capable de réguler la mondialisation plutôt que de la subir, comme malheureusement c'est le cas. Le droit économique continental en gestation doit ainsi s'affirmer comme l'architecture d'une intégration profonde et inclusive, capable de concilier libéralisation des échanges, transformation structurelle, attraction des investissements, développement durable, efficacité économique et justice sociale. Et justement, c'est cette ambition complexe mais passionnante que nous invitons nos intervenants, mais également nos chers étudiants, à décrypter à travers la journée d'études d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Et nous passons donc tout de suite à la première séance qui va être présidée par ma très chère collègue Sarah Maria. Je me mets au milieu. Oui, je pense. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Madame la professeure Imen Berjab, pour cette belle thématique sur laquelle vous nous réunissez aujourd'hui. Une thématique prometteuse qui est l'accord sur la ZLECAf. Prometteuse parce qu'effectivement, il y a une appartenance géographique. La Tunisie fait partie du continent africain. Nous sommes liés par des considérations juridiques, géographiques, juridiques, historiques à notre continent. Et c'est donc une thématique qui pose effectivement beaucoup d'espoir et effectivement, comme vous l'avez signalé, des défis sur lesquels nous allons discuter plus tard.